La mobilisation agricole se poursuit en France alors que les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont donné un accord provisoire concernant le traité de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans avec le Mercosur, un traité qui interroge le respect des normes européennes. La France, l'Irlande, la Hongrie, la Pologne avaient annoncé qu'elles voteraient contre, mais cela ne suffit pas, ne suffira pas apparemment puisqu'il faut encore une annonce officielle des dirigeants pour que cela soit validé, d'où l'amertume des agriculteurs ce matin. Alors on va parler des conséquences de ce vote, de cette décision, les conséquences sur les agriculteurs, sur les consommateurs aussi, sur le poids qu'aurait pu peser la France éventuellement encore un peu plus dans ces débats avec vous, Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef économiste d'études et de prospective des chambres d'agriculture de France, chercheur associé à l'université de Reims. L'issue du vote donc était relativement sans surprise. C'est un vote qui vient clore plus de 25 ans de négociations. Je le disais, est-ce que ce traité, en somme, a encore du sens aujourd'hui? Alors, c'est un traité qui a nécessité énormément d'années, puisque les négociations ont été ouvertes en 1999. Il y a eu des périodes un petit peu compliquées en fonction des orientations politiques d'un certain nombre de présidents brésiliens, les exigences de l'Union européenne sur l'environnement, qui ne satisfaisaient pas forcément le Brésil en particulier, mais aussi les autres pays. Bon, bref, mis à part le report du mois de décembre, d'un mois, on aboutit finalement à un accord qui devrait être signé lundi par la présidente de la Commission européenne. Et puis ensuite, on va rentrer dans un processus de ratification avec la consultation du Parlement européen, même si l'hypothèse a circulé depuis hier que la présidence de la Commission pourrait passer outre ce Parlement européen, ce qui serait quand même une grosse surprise dans le fonctionnement des institutions européennes. Mais on sait d'ores et déjà que de toute façon, au Parlement européen, le vote s'annonce serré, puisqu'il y a quand même beaucoup de députés européens qui s'étaient montrés hostiles à ce traité. Donc pour l'instant, ce traité, il a du sens pour l'Union européenne dans un premier temps, puisque la Commission a régulièrement rappelé que depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche et qu'il a appliqué un certain nombre de droits de douane à l'encontre de l'Union européenne, ça rend beaucoup plus compliqué aujourd'hui l'accession du marché américain pour les produits européens. Donc il faut trouver et sécuriser d'autres débouchés et le Mercosur en fait partie. Donc d'une certaine façon, ce traité, il a bénéficié d'une forme d'accélération de l'histoire parce qu'il y avait l'obstacle de Donald Trump et de ses droits de douane, même si ces droits de douane ne sont pas forcément figés dans le marbre, puisque la Cour suprême devra se prononcer aussi du côté américain. On comprend effectivement que les Européens aient voulu faire preuve de bon sens dans ce contexte-là. Malgré tout, ce traité a des conséquences, on en parle et c'est pour ça qu'on les entend autant, sur les agriculteurs français. Alors pas sur toutes les filières, sur certaines filières en particulier, la viande, pardonnez-moi, mais il y a une solidarité des autres filières avec la viande malgré tout. C'est ce qui rend complexe le dossier, effectivement, puisqu'il y a toute une négociation qui a été menée sur les produits agricoles et puis sur les produits industriels, évidemment, qui vont être les grands bénéficiaires de ce traité de libre-échange, mais au sein de la sphère agricole, et pas simplement en France, hein, il y a aussi dans les autres États membres, il y a des divergences de points de vue entre les secteurs qui vont pouvoir bénéficier de l'accès au marché du Mercosur. C'est le cas des produits laitiers et des produits viticoles. Il ne faut pas oublier non plus que Qui eux, effectivement, rétropédalent avec les États-Unis, donc ils ont besoin voilà, de ces nouveaux débouchés. tout à fait. Et en plus, la Commission avait permis, dans la négociation, d'obtenir la reconnaissance de 355 indications géographiques. Bon, pour ne citer que le pruneau d'Agen, le comté en France, et 44 pour la France spécifiquement. Mais en revanche, sur d'autres produits, c'est le cas de la viande bovine qui est souvent évoquée, de la viande de volaille, du sucre, de l'éthanol, du miel, du riz par exemple, et bien là, évidemment, on s'expose à des différentiels de coûts de production qui peuvent être importants. En moyenne, le différentiel de coûts de production sur la viande bovine, c'est 40% entre le Mercosur et l'Union européenne, et rien qu'avec le Brésil, c'est 60%. Donc on voit bien qu'il y a peut-être là un préjudice économique qui pourrait surgir lorsque l'accord sera appliqué. Mais un différentiel de coût de production, mais un différentiel de qualité aussi, c'est toute la problématique. Quelle qualité va entrer sur le territoire européen? Voilà, c'est toute la problématique qu'on a sur les fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, dans une négociation ou a posteriori,
imposer des réciprocités dans les normes de fabrication, et là en particulier dans les normes sur les pratiques d'élevage notamment. Donc ça, c'est tout l'enjeu qu'il va y avoir. Manifestement, les 27 ne sont pas d'accord sur ces clauses miroirs. Et effectivement, il y a des problèmes de qualité. Rien que sur la viande bovine, puisque c'est quand même le dossier qui est souvent mis en avant, les pays du Mercosur et l'Argentine et le Brésil en particulier vont plutôt miser sur les morceaux à très haute valeur ajoutée de bœuf, et en particulier les aloyaux, c'est-à-dire le filet, faux filet, entrecôte, etc. Et on voit bien qu'à terme, ça pourrait porter préjudice sur les viandes de bœuf de qualité en France, par exemple, sur le bassin charolais, qui n'ont pas les mêmes normes, qui doivent respecter un certain nombre de réglementations, à commencer par le bien-être animal, par exemple. Donc là, on voit bien qu'il y a des enjeux, des tiraillements. L'accord sur la viande bovine, pour ne prendre encore que cet exemple, ne va pas forcément déstabiliser le marché complètement, mais ça va se situer sur de la valeur ajoutée, justement. Et cette valeur ajoutée sur la viande bovine, en France en particulier, ça fait 30 à 40% de la valeur économique de l'animal. Donc c'est quand même assez important, et l'enjeu va être là aussi. Mais c'est un symbole, effectivement, ce traité, parce qu'il arrive dans un contexte d'une population agricole qui, c'est la goutte d'eau en somme, qui n'en peut plus. C'est ça. Il y a eu, depuis l'hiver 2023-2024, mais on pourrait remonter certainement plus loin dans le temps, entre l'accumulation de normes, de réglementations, le fait qu'il y ait une érosion des effectifs d'agriculteurs avec une difficulté extrême à renouveler les générations d'actifs agricoles, plus en France la dégradation de notre balance commerciale agroalimentaire cette année, tout cela fait un effet cumulatif, si vous voulez, et le traité arrive vraiment au plus mauvais moment. Vous pouvez nous rappeler ce que représente la France au niveau européen dans le domaine agricole pour qu'on comprenne le poids qu'elle aurait pu peser éventuellement dans ces discussions? L'indicateur le plus simple, c'est de prendre le poids qu'elle représente en termes de production agricole, que ce soit végétaux ou animaux. C'est la première puissance agricole de l'Union européenne. Elle représente 18% de la production des 27. Donc elle aurait pu, dans ce cas-là, mais même dans les débats sur la politique agricole commune, elle pourrait avoir une influence beaucoup plus importante que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Et ça montre bien, si vous voulez, que à travers la lecture qu'on peut faire de cet accord Mercosur, eh bien, la France est en position de faiblesse aujourd'hui, alors qu'elle est quand même la première puissance agricole de l'Union européenne. Mais comment expliquez-vous qu'elle ne soit pas entendue? Parce qu'elle n'a peut-être pas une voix qui est claire, une direction qui est précise. Est-ce qu'en fait, nos gouvernements et notre chef d'État sait où il va dans sa politique agricole? C'est un petit peu le reproche qu'on émet assez régulièrement maintenant, c'est que on a du mal à voir un cap fixé pour le secteur agricole. Alors évidemment, ce secteur agricole, il est plongé dans une mondialisation, dans de la concurrence, mais c'est ce qu'attendent les agriculteurs, justement. C'est qu'on leur fixe un cap en matière de production, en matière de qualité, en matière de respect d'un certain nombre de normes et en matière de conquête de parts de marché. Donc ça fait défaut. Et effectivement, dans la mesure où l'Union européenne a aussi mis des intérêts et des enjeux plus importants sur l'industrie, eh bien, inévitablement, on est en position de recul sur ce dossier. Et on voit bien que finalement, avec la Hongrie, la Pologne, l'Irlande maintenant, on voit que l'Union européenne est en train de se fissurer, en quelque sorte, de se disloquer à travers cette politique commerciale. Et donc, à quoi pourrait ressembler ce nouveau front alors qui s'oppose dans ce dossier précis? Quel pourrait être son poids sur d'autres dossiers éventuellement? Ben, il faut peut-être prendre conscience à travers le traité de Mercosur que il va falloir peut-être exercer une influence beaucoup plus importante sur les autres traités commerciaux qui arrivent. Avec l'Asie notamment. Avec l'Asie en particulier. On a signé un accord avec l'Indonésie. On est en train de finaliser un accord avec l'Inde. Donc là, concrètement, on parle de sucre, on parle d'huile de palme. Est-ce qu'il y a Voilà, des exactement. produits? Il y a même sur les négociations avec la Thaïlande, par exemple, il y a le problème de la viande de volaille, le problème du sucre. La Thaïlande est un grand acteur mondial sur ces deux types de production. Et puis après coup, il y aura l'Australie. C'est quand même là un gros acteur sur le marché mondial en viande bovine, en viande ovine, mais aussi en céréales. Et on sait que les céréales, c'est quand même notre grand point fort. Donc là, je pense que la France aura tout intérêt à essayer de trouver des coalitions pour peser dans les débats et faire en sorte que ces accords ne soient pas préjudiciables pour l'agriculture. Comment expliquez-vous cette impression qu'il n'y a pas de politique agricole suivie en France, comme si on agissait de mesurette en mesurette, de crise en crise, et affaiblissant peut-être la compréhension des agriculteurs eux-mêmes, des consommateurs aussi? Alors je crois quand même qu'il y a un suivi.
ne serait-ce que parce que nous sommes dans l'Union européenne et qu'il y a une politique Mmh. agricole commune. Alors évidemment, cette politique agricole commune a beaucoup évolué. On sait qu'il y a des déclinaisons nationales maintenant et on parle parfois de renationalisation de la politique agricole commune, mais ce n'est pas forcément au coup par coup. Alors là, ça laisse l'impression, dans la crise actuelle, qu'on prend des mesures un petit peu au coup par coup, qu'on n'a pas tiré les enseignements de la crise de l'hiver 2023-2024, mais il n'en reste pas moins que la France, si elle prend des décisions, ces décisions peuvent être nationales, mais il n'en reste pas moins qu'elles restent aussi dans un cadre commun, celui de l'Union européenne et de la politique agricole commune. Donc elle est, d'une certaine façon, il y a un côté hybride. Elle peut avoir une autonomie de décision, mais en même temps, elle est aussi très dépendante de la Commission européenne et de la politique agricole commune. Le budget va être renégocié en 2028. Il ne cesse de diminuer. Depuis la première grande réforme de la PAC en 92, quand on regarde l'évolution du budget, il y a eu des périodes où on pouvait le stabiliser. La présidence de Jacques Chirac avait essayé d'exiger et il avait obtenu le maintien du budget. Mais là, on est vraiment sur une décroissance du budget de la PAC. En 1992, le budget de la PAC représentait 66% du budget Mmh. total de l'Union européenne. Sur l'horizon 2028, l'estimation, c'est 15%. Et ce n'est pas forcément les 45 milliards que Mme van der Leyen a ajoutés à la demande de l'Italie, qui ne sont pas d'ailleurs complètement figés non plus, parce que ça va faire l'objet d'une prochaine négociation. C'est pas ça qui va énormément changer non plus les choses. Donc on sent bien qu'il y a un questionnement à avoir sur ce qu'entend faire l'Union européenne de son agriculture. Et voilà, on a l'impression qu'en fait, on a perdu tout bon sens. L'agriculture, c'est ce qui nous fait vivre, hein. On a besoin fondamentalement chaque jour d'avoir un terroir, une terre qui nous permet de nous alimenter. Et c'est ça que l'on voit dégringoler. Alors, on a l'impression que au sein de l'Union européenne, et je ne sais pas si vous partagez cette perception-là, quand il y a des avancées concernant notamment les pesticides, les OGM, on rétropédale ensuite derrière, c'est détricoté derrière. Donc c'est vrai que ça laisse très perplexe le consommateur. Oui, alors vous avez souligné la fonction nourricière de l'agriculture. C'est quelque chose d'assez simple à comprendre pour tout le Ah monde. oui. Manifestement, au gré des réformes, l'Union européenne a développé d'autres priorités aussi, hein. C'est le numérique, toute la politique migratoire. Là, plus récemment, il y a eu toute la politique de soutien à l'Ukraine à Mmh. travers un certain nombre d'enveloppes Militaire. budgétaires. Mais il faut rappeler aussi un point important, c'est que dans le contexte actuel de tensions internationales, on ne peut pas véritablement se permettre de délaisser son agriculture, parce que précisément, c'est une forme d'indépendance. On a souvent déploré notre dépendance énergétique, et en particulier depuis la guerre en Ukraine. Ça a été le cas du gaz en particulier. Et c'est pas le moment, si vous voulez, dans les tensions actuelles, de laisser filer notre agriculture, qui reste quand même un atout considérable pour nourrir la population, évidemment, mais aussi pour exercer une certaine forme d'influence sur les affaires du monde. Donc il est essentiel de défendre nos agriculteurs français, mais tous les agriculteurs à travers le monde, puisqu'on voit qu'à travers le monde, ce sont les moins bien payés. Enfin, ils ne sont pas du tout valorisés, quel que soit le pays. Il y a ce point-là, et il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est que entre 2000 et 2020, on avait eu à peu près une diminution du nombre de mal nourris dans le monde. Mmh. Et il se trouve que depuis la pandémie et surtout depuis la guerre, le nombre de mal nourris et de sous-alimentés à l'échelle de la planète continue à remonter maintenant. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On a vraiment besoin de ces agriculteurs et de la production agricole. Thierry Pouche, merci beaucoup d'être venu sur ce Merci. plateau nous en parler. C'était très intéressant. Je vous remercie d'être venu.